Ballon espion pour les uns, ballon météo pour les autres. Les images de ce ballon, abattu par l'armée américaine le 4 février, ont en tout cas frappé les esprits. À tel point que l'on reparle aujourd'hui de guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Mais y a-t-il vraiment guerre froide? C'est ce que nous allons voir après le générique. Quand on se penche sur les relations entre Pékin et Washington, les références à la guerre froide sont récurrentes et elles ne datent pas d'aujourd'hui. À chaque nouvelle tension, le terme réapparaît. Et pas seulement sous la plume des journalistes, aussi dans les discours des principaux protagonistes. Comme je l'ai dit depuis le début de mon mandat, on cherche la compétition, pas le conflit avec la Chine. On ne cherche pas une nouvelle guerre froide. Nous nous opposons fermement à toute forme d'hégémonisme et à la politique de pouvoir, à la mentalité de la guerre froide et à la confrontation entre les camps. Alors, guerre froide or not, that is donc the question. Pour y répondre, on reviendra au cours des prochaines minutes sur l'épisode du ballon. On évoquera les dossiers brûlants qui opposent les deux puissances, mais aussi la logique de bloc qui se met en place ou non. Pour nous éclairer, on a interrogé deux spécialistes. Emmanuel Véron, enseignant-chercheur à l'École navale et à l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO. Il est le co-auteur de La Chine face au monde, une puissance résistible, paru en 2021. Et on a interrogé aussi Andrew Small, chargé de recherche au German Marshall Fund, spécialiste des relations Chine-USA. C'est parti. Revenons d'abord sur l'épisode du ballon et on va voir s'il est symptomatique de ce sentiment de guerre froide. Après avoir dévié plusieurs jours dans le ciel américain, le ballon chinois, considéré comme un ballon espion, a finalement été abattu par un avion de chasse F-22 au large de la Caroline du Sud. Mercredi, on m'a briefé sur le ballon. J'ai ordonné au Pentagone de l'abattre dès que possible. Cet événement a ravivé des souvenirs de la guerre froide, notamment quand en 1960, un avion américain U-2 avait été abattu par les soviétiques, contraignant les États-Unis à reconnaître qu'ils faisaient de l'espionnage. En 2023, conséquence diplomatique immédiate, Anthony Blinken a annulé son déplacement à Pékin. Ce devait être le premier d'un secrétaire d'État américain en Chine depuis 5 ans. Du côté de Pékin, le ton est monté. Cette opération a été jugée inacceptable. L'intrusion du dirigeable dans l'espace aérien américain était un incident inattendu et isolé. Mais il met à l'épreuve la sincérité des États-Unis pour stabiliser et améliorer les relations sino-américaines et leur manière de gérer les crises. On a demandé à nos experts quelle était leur lecture de cette séquence. Ce qui est une nouvelle donne, c'est qu'on a un franchissement de l'environnement stratégique aérien des États-Unis. Effectivement, c'est un ballon-sonde stratosphérique qui permet des relevés météo et aussi de prendre des télécommunications. C'est une des raisons pour lesquelles il a survolé des sites militaires stratégiques américains pour prendre des clés de chiffrage, des moyens de télécommunication de sites nucléaires stratégiques américains. Donc c'est effectivement un point supplémentaire dans la montée des tensions entre les États-Unis et la Chine. Je pense que le véritable problème révélé par ce ballon, c'est qu'il a fallu à la Chine des jours et des jours pour ne serait-ce que prendre position sur ce qui se passait. Et les risques liés à ces crises et la capacité à les gérer sont en fait pires que pendant la guerre froide. Évidemment, ce ballon de la discorde n'est pas le seul élément de tension entre Pékin et Washington. C'est plutôt la goutte d'eau qui vient faire déborder un vase déjà bien rempli. On a finalement une rivalité qu'on pourrait qualifier de systémique. C'est-à-dire que chaque secteur, chaque dimension économique, diplomatique, etc. est concernée. Ce qui est très intéressant d'observer, c'est d'un côté la montée en puissance militaro-industrielle de la Chine et de ses ambitions régionales et extra-régionales, et également la logique à ce jour, en ce début du XXIe siècle, des interdépendances économiques. Je crois que ce sont là les deux principaux sujets qui concernent les affaires et les points de rivalité entre les États-Unis et la Chine. Pour illustrer les propos de notre expert, on vous fait un petit récap des différends qui ont opposé la Chine et les États-Unis ces derniers mois dans bien des secteurs. Novembre 2022, la Commission fédérale des communications interdit toute vente de produits sur le sol américain des entreprises de télécommunications chinoises comme Huawei, ZTE, Dahua, Hikvision. L'argument, elle ferait courir un risque inacceptable à la sécurité nationale. Décembre 2022, 2 sénateurs, républicains et démocrates, proposent une législation pour interdire l'application TikTok, développée par l'entreprise chinoise ByteDance.
Elle est accusée de servir de cheval de Troie pour espionner les Américains. Début février, alors que la tension monte dans le détroit de Taïwan et que la Chine a déclaré avoir mené de nouveaux exercices militaires, les États-Unis et les Philippines signent un accord. L'armée américaine pourra utiliser les bases militaires de l'archipel. Pékin désapprouve. Poursuivant leur propre intérêt, les États-Unis continuent à renforcer leur déploiement militaire dans la région, ce qui accroît les tensions et compromet la paix et la stabilité régionale. Et enfin l'Ukraine. Les États-Unis sont le premier soutien militaire de Kiev. Et récemment, le secrétaire d'État Antony Blinken s'est dit inquiet de l'aide apportée par la Chine à l'armée russe dans une interview à NBC News. Nous avons déjà observé au cours des derniers mois la fourniture d'une assistance non létale qui va directement soutenir l'effort de guerre de la Russie. Et d'après de plus amples informations que nous partageons aujourd'hui et qui devraient bientôt être publiées, il semblerait que la Chine considère sérieusement de fournir une assistance létale à la Russie. Comme pour la guerre froide, disons, première version, l'affrontement entre Pékin et Washington se fait aussi par procuration sur d'autres territoires. C'est déjà dans une certaine mesure le cas en Ukraine, mais c'est surtout Taïwan qui concentre l'attention et les tensions. Je vois Taïwan comme point de cristallisation dans la tension pour des sujets stratégiques, pour des sujets politiques, pour des sujets idéologiques, mais aussi industriels, notamment le sujet des semi-conducteurs et la forte capacité de Taïwan à produire des semi-conducteurs pour le marché mondial de très haute qualité, ce que la Chine n'arrive pas encore à faire et à produire. Mais le plus grand risque que cette guerre froide devienne chaude, c'est sans aucun doute Taïwan, et certainement dans les prochaines années. Il y a des risques importants entourant les élections taïwanaises et américaines et le croisement de ces dynamiques politiques. Et l'autre risque, c'est la date butoir que Xi Jinping s'est fixée pour que l'armée populaire chinoise soit capable d'une invasion complète de Taïwan, à savoir 2027. On a donc une longue liste de différends entre les deux puissances, et Taïwan comme théâtre d'affrontement indirect. Mais voyons maintenant si on est face à une logique de bloc, comme au temps de la guerre froide entre les USA et l'URSS. La situation actuelle à laquelle sont confrontées les relations entre la Chine et les États-Unis est une source de préoccupation pour nous tous. Cette situation ne correspond pas à l'intérêt des peuples de nos deux pays et ne répond pas non plus aux attentes de la société internationale. Comme vous le savez, je m'engage à maintenir les lignes de communication ouvertes entre vous et moi, personnellement, mais aussi entre nos gouvernements, parce que nos deux pays ont tellement de choses à régler. Des échanges a priori courtois lors de la dernière rencontre entre les présidents américains et chinois en marge du G20 à Bali. La rencontre était très attendue pour prendre la température des relations entre les deux puissances. Et même s'il y a eu une belle poignée de main, les deux dirigeants ont-ils soufflé le chaud ou le froid ? Je pense que le sommet qui a eu lieu entre Biden et Xi Jinping représente essentiellement le premier sommet de la Seconde Guerre froide. Et je pense que nous sommes entrés dans une phase où la rivalité entre les deux parties n'est plus seulement une forme limitée de compétition, et ce n'est plus comme par le passé une simple question d'équilibre militaire. Il s'agit d'une rivalité systémique bien plus large et interconnectée entre la Chine et les États-Unis, mais pas seulement entre la Chine et les États-Unis. On a une sorte de coalition de pays anti-américains mécontents et sous sanctions, mais qui n'est pas le même regroupement que celui qu'on avait avec le bloc soviétique pendant la Première Guerre froide. Mais je pense qu'on est, du côté chinois, et en particulier avec les relations sino-russes, dans une phase où ils souhaitent en effet construire quelque chose qui ressemble à un groupement plus cohérent, même s'il ne comporte qu'un nombre limité de pays en son sein. On retrouve donc là des marqueurs de la guerre froide, avec une opposition d'ordre idéologique et des groupes de pays qui font bloc. Mais la vraie différence avec la première guerre froide, on l'a déjà évoqué, c'est l'interdépendance économique entre les États-Unis et la Chine. Qu'en est-il réellement aujourd'hui ? Depuis plusieurs décennies déjà, les économies américaines et chinoises sont liées. Selon les chiffres de 2022 et malgré la pandémie de Covid, la balance commerciale des USA vis-à-vis de la Chine est largement déficitaire. Les Américains important massivement des produits chinois en matière informatique ou électronique.
Mais le président américain veut limiter cette dépendance et renationaliser l'économie américaine. Je ne vais pas m'excuser d'investir pour rendre l'Amérique plus forte, d'investir dans l'innovation et les industries américaines qui définiront le futur que la Chine prétend dominer, d'investir dans nos alliances et de travailler avec nos alliés pour protéger les technologies de pointe, afin qu'elles ne soient pas utilisées contre nous. Et cela se traduit aussi par des sanctions contre les entreprises de télécommunications, dans le secteur des semi-conducteurs ou par des entreprises américaines qui quittent le marché chinois. Certains experts parlent désormais d'une tendance au découplage économique entre les deux puissances. Fondamentalement, il faudra au moins 5 à 10 ans pour détricoter toutes ces chaînes de valeur qui ont mis 30 à 40 ans pour se mettre en place. Un bon exemple de cela, qui est récent, suite à des communiqués tout à fait officiels d'Apple, d'un grand consortium industriel numérique et digital de la Silicon Valley, qui souhaite transférer ces chaînes d'assemblage et de production à au moins 50% en 2025, à horizon 2025, en Inde. Donc on voit bien la concordance à la fois diplomatico-stratégique et de plus en plus technico-commerciale. En résumé et en conclusion, on a vu que l'épisode du ballon a mis de la friture sur la ligne entre Pékin et Washington, que Taïwan pourrait bien être le théâtre d'un conflit indirect entre les deux puissances, et enfin que de part et d'autre, on développe une logique de bloc et de coalition idéologique, voire économique. On a donc de nombreux marqueurs de guerre froide, mais le terme a ses limites. On est en train de réfléchir, moi-même je me pose la question, en tout cas de guerre froide non, ou guerre froide 2.0 avec les spécificités du 21e siècle, c'est-à-dire des chaînes d'interdépendance extrêmement fortes, de logistique extrêmement forte. Il faudrait au moins parler d'une deuxième guerre froide ou d'une guerre froide 2.0, voire peut-être inventer un terme qui n'existe pas encore.